On va maintenant entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec tout d'abord la présentation, je le disais donc, du diagnostic local de santé. Pour cela, je vous demande d'accueillir Céline Leclerc, la directrice de l'Observatoire régional de santé. C'est à vous. Merci. Bonsoir, merci de nous permettre de présenter, alors je dis nous parce qu'on est une équipe, l'ORS c'est pas moi toute seule, de permettre donc la présentation d'un diagnostic. Alors, voilà, c'est pas moi toute seule. Donc on a fait un rapport qui est diffusable normalement, je ne sais pas s'il a été diffusé. Donc on m'a demandé une mission un peu impossible, c'est-à-dire de résumer en 10 minutes tous ces éléments. Donc bien évidemment, c'est pas possible. Donc je ne pourrai pas apporter tous les éléments qu'on a pu étudier, mais en tout cas vous pourrez facilement y accéder si c'est pas déjà fait des résultats de ce travail. Alors, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, santé, on pense souvent à la désertification des professionnels de santé, parce que c'est pas aussi que les médecins, mais c'est aussi tous les autres professionnels de santé. Et oui, je rejoins l'idée que et la culture et le sport et les questions d'alimentation, etc., font bien partie de notre état de santé, en tout cas contribuent au bien-être des individus. Et donc c'est toutes ces questions en fait qu'il est question dans un contrat local de santé. Mais ça, Monsieur Denis Gélès de l'Agence régionale de santé vous explicitera en tout cas l'outil, le super outil qui est le contrat local de santé. Donc avant de construire ce contrat, donc nous on est venu il y a presque un an sur le terrain. Dans un premier temps, voilà, nous on est en préalable, ce que je disais. On a trois grandes démarches pour faire nos diagnostics. La première qui est celle de travailler sur des indicateurs. Alors on a essayé de décrire au maximum le territoire qui est celui de la communauté d'agglo du pays de Dreux. Donc à la fois on a essayé, quand c'était possible, de décrire la situation de Dreux, Vernouillet et les communes tout autour du territoire. On a identifié les ressources potentielles, parce que l'idée c'est de travailler à partir des ressources locales. Et puis également, on a fait des rencontres avec les élus, les professionnels, sans doute plusieurs d'entre vous, pour essayer de comprendre quelles étaient les problématiques, mais aussi les leviers sur l'ensemble de ce territoire et de pouvoir caractériser la population. Alors, pour rappel, donc le travail a porté sur cette communauté d'agglo du pays de Dreux, donc qui est assez grande, ça correspond à 81 communes, c'est à peu près 115 000 habitants au recensement de 2018. On est sur une densité de population qui est plutôt importante par rapport à la région. On est 108 habitants au kilomètre carré par rapport à 65 de la région. Pour autant, vous pouvez le voir, on a quand même une concentration très forte sur Dreux-Vernouillet. Donc là se pose la question de la possibilité d'accéder pour certains usagers aux services sur ce territoire. En termes de population, on est sur un territoire plutôt dynamique. Donc on a une augmentation de population depuis ces dernières années. Et puis aussi, alors comparativement au niveau national et à la région, plutôt jeune. Si on regarde la part des 75 ans et plus, pour autant, vous n'y échapperez pas. Les baby-boomers arrivent à l'âge du grand âge, donc il y aura aussi un vieillissement de population. Vous pouvez le voir sur cette pyramide. Et puis, donc, on a également un petit décrochement à l'âge des études. Et donc là aussi, on y reviendra par rapport aux caractéristiques de la population. C'est la question aussi de faire revenir ces étudiants, ces diplômés sur le territoire. Donc justement, diapositive suivante, vous avez la cartographie des personnes de 15 ans à 64 ans, donc qui sont sorties du système scolaire et qui sont peu ou pas diplômées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a de fortes quand même inégalités sur ce territoire. On en a beaucoup échangé avec les élus, notamment sur les disparités de population entre l'est de votre territoire, de la communauté d'agglo, et puis les territoires plus à l'ouest et au nord. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que si on regarde la part, par exemple, des bacs plus 2 et plus sur votre territoire, on est à un quart, alors qu'on est à 36,5% au niveau national. Alors si je dis ça, c'est que en fait, quand on observe l'état de santé des populations, les conditions socio-économiques, c'est 40% de l'état de santé d'une population. Donc mine de rien, le fait d'avoir un niveau d'éducation un peu plus faible, le fait de ne pas avoir un emploi
déjà d'avoir un emploi, mais aussi après avoir un emploi, on va dire, plutôt qualifié, impacte considérablement l'état de santé des individus. Et donc, ce sont des choses qui sont véritablement à prendre en compte lors de la prise en compte, enfin, que l'on veut travailler la prévention et la promotion de la santé. Donc sur les prestations, là j'ai pris la population qui ne vit finalement qu'à partir des prestations sociales. Ce qu'on peut observer, c'est que sur l'ensemble du pays de Dreux, on est un petit peu moins qu'au niveau national. Pour autant, on est un petit peu plus qu'au niveau régional. Mais en fait, ce qui est important d'observer, c'est qu'on a vraiment de grands écarts sur le territoire. Ça représente plus de 20% de la population de Dreux, 15% de celle de Vernouillet. Et sur le reste, en fait, si on retire Dreux et Vernouillet, on est à 8% de la population qui vit sans ces enfin, pas à 100% des prestations, avec des prestations, pardon, 100% sociales. Diapositive suivante, un indicateur aussi intéressant quand on regarde l'état de santé de la population et qui caractérise bien les territoires, c'est les foyers fiscaux non imposés. Et donc là aussi, un indicateur aussi de vulnérabilité. Donc ce qu'on observe en fait sur notre territoire, c'est qu'on a plus de foyers fiscaux non imposés par rapport au niveau régional et national. Et là, les écarts se creusent encore plus, avec 70% sur Dreux, 67% sur Vernouillet et 53% si on retire ces deux communes. Et si on regarde les écarts entre les différents territoires, les différentes communes, on a jusqu'à 8 700 € de revenus moyens d'écart entre les différentes communes. Et là, on voit bien, hein, on a ici... Non, ça, on ne voit pas. Donc, on a la partie Est, encore une fois, hein, qui peut être bien contrastée par rapport à celle de l'Ouest. Un des enjeux aussi qui ressort souvent, enfin, qui ressort dans nos travaux, et on l'a clairement entendu lors des réunions qu'on a pu faire avec les élus et les professionnels que l'on a rencontrés, c'est toute la question de la mobilité. La mobilité à la fois quand on est âgé, la mobilité aussi quand on est jeune pour accéder aux dispositifs et qu'on est éloigné de ces services. Et puis c'est aussi la mobilité, même des fois en ville, quand entre les horaires ou l'accès justement aux arrêts de bus qui ne sont pas toujours adaptés, qui ne permettent pas de s'asseoir, etc. Donc la mobilité, ce n'est pas qu'une question de ruralité. La mobilité aussi, c'est une question en centre urbain. Alors, parmi les actions aussi favorables à la santé, alors je ne vais pas faire tout un chapitre sur l'environnement, ça c'est trop long, mais de toute façon, il y aura une présentation qui vous sera faite. Et puis sinon, au besoin, vous pourrez bientôt accéder aussi à un diagnostic régional santé-environnement qu'on a fait au niveau de l'ORS. Juste pour dire que, en gros, je vous fais une grosse synthèse, mais il y a quand même quelques soucis de qualité de l'air au niveau du département et notamment en lien avec les transports. Et puis aussi des problématiques de qualité de l'eau qui sont observées sur l'Eure et Loire. Alors, on en a aussi un peu sur le Loiret, mais notamment pour vous, plutôt les nitrates, on va dire, au nord de votre territoire, et puis les pesticides plutôt au nord-ouest. Alors, espérance de vie. Donc, il faut savoir que l'espérance de vie augmente, hein, vous le savez. Alors après, la question, c'est avec ou sans incapacité. Ce que vous pouvez voir, c'est que on n'a pas forcément des indicateurs très favorables sur ce territoire, puisqu'on a 2 ans d'écart pour les hommes par rapport à la moyenne nationale et 1 an d'écart pour les femmes, de façon défavorable. Donc là, je vous présente, c'est la mortalité prématurée. Je vous explique. L'âge médian au décès, il est au moins de 80 ans. Donc finalement, étudier la mortalité générale, c'est étudier l'âge quelque part de la mortalité. Donc ça veut dire que si vous voulez travailler sur des actions pour améliorer l'état de santé, il vaut mieux regarder les décès, enfin comprendre, caractériser les décès qui ont lieu avant 65 ans. Donc sur le territoire, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on avait une surmortalité par rapport au département, la région et le niveau national. Mais qu'en fait, si on regarde, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser Dreux, hein, mais si on regarde à l'échelle du territoire, en fait, on observe surtout une surmortalité. Mais on l'a vu par rapport aux fragilités, aux vulnérabilités sociales,
sur Dreux et on n'a pas forcément de différence significative sur les autres territoires. La question ensuite, c'est comment on peut réduire ces décès qui sont prématurés. Et donc, à partir de calculs, de scores calculés par l'OCDE, et Eurostat, on peut identifier des causes pour lesquelles on pourrait dire qu'avec des changements de comportement, de mode de vie, donc en travaillant la prévention, on pourrait réduire le nombre de décès. Et donc, on est à 147 décès qui pourraient être évités sur les 347 évitables en raison d'actions de prévention et 70 décès en raison des traitements. Alors ici, vous avez les caractéristiques une étude de la mortalité selon les causes. Et donc, ce qui est en rouge, en fait, c'est quand il y a c'est plutôt rouge-noir, du coup, c'est une surmortalité significative par rapport au niveau national. Et quand c'est gris, c'est qu'il n'y a pas de différence significative. Et donc, comme vous pouvez le constater, on observe une surmortalité par cancer, notamment poumon, colorectal et prostate, mais aussi des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, et pourtant en région, on est en sous-mortalité par rapport au niveau national, et également des accidents de circulation. Enfin, au-delà des décès, donc si on regarde maintenant les personnes ayant des maladies chroniques, donc on a 2782 nouvelles admissions en moyenne chaque année donc sur l'ensemble de la population. Et donc je vous ai mis ici les différentes causes, en tout cas affections longue durée. Donc on est dans les caractéristiques, j'ai envie de dire, classiques de ces affections. Donc les maladies cardio, les tumeurs, les diabètes, notamment en type 2, bien sûr, les affections psychiatriques, etc. Alors, je ne vais pas tout résumer, mais en quelques mots, donc, on a eu des thématiques travaillées. J'en ai retenu 2 rapidement pour vous présenter. Donc, il y a eu pas mal d'échanges autour de la périnatalité, de la jeunesse, avec véritablement des besoins d'action de prévention, d'accompagnement des jeunes, des difficultés d'accès aux professionnels, bien sûr, mais aussi un travail nécessaire, semble-t-il, au niveau de la vaccination, et puis aussi de l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Et sur la partie santé mentale, bien-être, ce qui est ressorti également, c'est le repérage précoce des troubles en santé mentale, des troubles de neurodéveloppement également, des TSA. Et puis, globalement, c'était aussi tout ce qui était autour de la méconnaissance des acteurs. Et plus largement par rapport à la population, c'était un besoin d'expliciter ce qu'était la santé mentale, et pas uniquement vu par le prisme des affections psychiatriques, mais bien la santé mentale dans son ensemble pour éviter les peurs. Et puis la question aussi des troubles somatiques à traiter par rapport à ces patients ayant des troubles psychiatriques. Alors enfin, j'en ai pas fait des kilomètres parce que vous connaissez les problématiques mieux que moi sur votre territoire. Je vous ai juste mis ici un exemple de cartographie, donc le taux standardisé de recours aux médecins généralistes en 2019, donc c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins accès à un médecin généraliste sur l'année, parmi tous les consommants, entre guillemets, depuis 3 ans, enfin les assurés de l'assurance maladie. Ce qu'on observe, c'est qu'on a un taux de recours aux médecins généralistes qui est bien moindre que ce qu'on peut observer sur le département, la région et même au niveau national. Et sans doute que des professionnels des urgences pourront expliquer aussi combien ils reçoivent en contrepartie aussi des personnes démunies de pouvoir accéder à ces soins. Et au-delà des professionnels médicaux, là aussi, on sait que toute l'importance du non-recours aux autres professionnels en difficulté par rapport aux infirmiers, aux kinés, aux orthophonistes, et je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, c'est une problématique nationale, régionale, mais encore plus accentuée dans votre territoire. Alors, à l'issue de ces travaux, nous avons identifié des axes prioritaires à la suite de toutes ces statistiques et les échanges. Donc en gros, pour nous, ce qui est ressorti important des échanges, c'était vraiment d'enrichir les actions de prévention. Donc dans la prévention, il y a la prévention primaire, mais aussi la prévention
secondaire, voire tertiaire, donc avec notamment l'éducation thérapeutique des patients, puisqu'on l'a vu avec toutes ces maladies chroniques. Donc c'est aussi dans la prévention, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est continuer à développer des actions, notamment par rapport au soutien à la parentalité. On a vu combien c'était important. La communication aussi auprès des usagers pour les rendre acteurs de leur santé. Agir sur l'ensemble des déterminants, et plus spécifiquement la nutrition et les addictions sont sortis. Ensuite, il y a eu tout un volet important d'échanges sur le bien-être et la prévention, promotion de la santé mentale. Donc soutenir les dispositifs de repérage et des prises en charge. Avoir une réponse territorialisée, on a insisté sur la proximité avec le renforcement des secteurs sanitaires, médico-social et social. De lutter contre l'isolement des territoires, notamment par rapport à tous ces publics vulnérables, des personnes âgées, de ceux résidant en ruralité. Et puis en 3, c'était toute la question de la qualité de vie, des enjeux environnementaux, continuer à améliorer la mobilité, mieux articuler toutes les politiques publiques en la matière, s'attacher à intégrer les questions environnementales aux enjeux de la santé et de la qualité de vie. Et bien évidemment, tout cela, en fait, en s'attachant, alors on a mis ça sous angle d'axes transversaux, c'est sans oublier, et vous l'avez vu par rapport à toutes ces disparités en matière de population, sur leur vulnérabilité. Donc c'est la question de la réduction des inégalités territoriales, et notamment de l'accompagnement des publics fragiles. C'est favoriser la connaissance des ressources qui sont bien présentes sur le territoire et défendre les pratiques de coopération. Vraiment, pendant les échanges, on a bien vu que beaucoup d'acteurs ne connaissaient pas les dispositifs ou ne se connaissaient pas. Favoriser la coordination, c'est un classique, et notamment la coopération entre le CLS en cours et celui à venir, et les CPT, le ou la CPTS, je ne sais plus s'il y en a plusieurs, deux, c'est bien ça, sur le territoire. Écoutez, je vous remercie vivement pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Leclerc. Je crois qu'il y a une question pour Madame Leclerc qui va rester avec nous. Ah. C'était la question mystère. Voilà, c'est ça. Il devait y avoir une question. Non ? Eh ben, on continue non, alors. Mais c'était clair. Oui, voilà, c'est parce que c'était très très clair. Merci Madame Leclerc, merci beaucoup.